Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, un podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui aborde les travaux en sciences sociales sur les Amériques. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur mécontente fortement les agriculteurs français. Ceux-ci dénoncent une compétition déloyale avec l'arrivée de denrées latino-américaines non assignées aux mêmes normes environnementales de production que les leurs et bien moins coûteuses pour les consommateurs. Le combat des agriculteurs rejoint la défense idéologique d'une souveraineté alimentaire française. De plus, ce type d'accord maintient l'Amérique latine dans une dépendance vis-à-vis de l'Europe en lui faisant suivre une logique d'exportation qui ne prévoit pas de diversifier la production agricole et ne permet pas à la population de manger à sa faim et plus sainement. Pour aborder cette problématique de la souveraineté alimentaire, et plus particulièrement autochtone, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Eugénie Clément et Mélanie Antin. Eugénie Clément est doctorante en anthropologie à l'EHESS, rattachée au laboratoire Mondes Américains, sous la direction de Sarah Le Ménestrel et de Thomas Griot. Sa thèse s'intitule « Les luttes environnementales navajo, mobilisation, friction, négociation ». Mélanie Antin est doctorante en anthropologie à l'université de Paris-Cité, rattachée au laboratoire LADIS, sous la direction d'Igor Babou. Sa thèse s'intitule « Réappropriation de savoir, réappropriation de soi, agroécologie, défense des territoires et féminisme indigène au Chili ». Alors bonjour Eugénie et Mélanie et merci donc d'avoir accepté notre invitation sur la Panaméricaine. Alors pour commencer et vous présenter aux auditeurs et auditrices, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce qui vous a amené à faire une thèse en anthropologie et à travailler donc, sur cette thématique de la souveraineté alimentaire autochtone et aussi dans le choix de vos terrains respectifs. Par exemple, Eugénie, si tu veux commencer. Bonjour à vous et merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi, je revenais du Mexique. J'avais passé 1 an et j'avais travaillé avec des amis anthropologues visuels autour de documentaires. Et donc, je suis revenue en France et je suis tombée sur un article américain, je ne me rappelle plus dans quel journal, mais qui parlait d'un projet de souveraineté alimentaire autochtone. Et j'en avais jamais entendu parler. Et je voulais travailler sur des questions environnementales, mais aussi sur les luttes paysannes dans le milieu autochtone. Et du coup, j'ai commencé à chercher un peu plus sur le sujet, à voir qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui avait été publié. Et j'ai trouvé un rapport qui avait été fait en 2014 par le Diné Policy Institute, qui est donc le centre de recherche de l'université Navajo, le Diné College, la première université autochtone des États-Unis, qui a été créée en 1968. Et ça m'a vraiment intéressé qu'une université autochtone avait créé son propre rapport sur la souveraineté alimentaire. Et de fait de travailler avec des universitaires navajo et avec des fermiers navajo sur un projet qui était pas victimaire, disons, dans le sens de ce qu'on lit très souvent sur les populations autochtones des États-Unis, c'est autour de la pauvreté, l'alcoolisme, etc. Et là, au contraire, c'était un projet, on va dire, d'empowerment, de voir comment, en fait, des projets collectifs pouvaient améliorer concrètement la vie des communautés et comment les intellectuels et les fermiers navajos s'en saisissaient. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas, en vivant avec des fermiers et en travaillant avec des universitaires navajos. Merci. Et toi, Mélanie, en Amérique du Sud ? Oui, je crois que ça vient quand même aussi J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les questions agricoles et alimentaires. Je viens d'une famille bretonne où on faisait souvent des allers-retours entre banlieue et donc ma famille en Bretagne. Et j'aimais beaucoup déjà les histoires de feu mon pépé Raoul, qui était militant force ouvrière et qui parlait beaucoup du remembrement, des effets sur le
paysages bretons, etc. Et qui avait un potager et qui m'emmenait beaucoup voir son potager, qui servait aussi pendant longtemps pour la famille, qui était nécessaire en fait pour finir les fins de mois, pour se nourrir, etc. Donc je crois que j'ai quand même souvent associé ça petite à le potager, une forme de militance. Bon. Et plus tard, voilà, donc j'ai été membre de Slow Food aussi. Donc Slow Food, c'est une association internationale qui milite pour une alimentation bonne, propre et juste, que j'ai connue en 2015 un peu par hasard. J'avais participé à un forum, enfin une rencontre internationale en 2015 à Milan, en Italie, et il y avait beaucoup de rencontres avec des personnes venant vraiment du monde entier autour des questions de souveraineté alimentaire, déjà d'agroécologie. Et puis j'ai beaucoup voyagé aussi, principalement en Amérique du Sud, avec l'idée je faisais un peu ce qu'on peut appeler du woofing. Et puis en reprenant mes études à l'IHEL, donc l'Institut des hautes études latino-américaines que vous connaissez bien, je suis partie dans un projet de master et là il fallait choisir un sujet de mémoire. Et je me souviens que je lisais Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin, et il y avait un encart sur la méthode campesino a campesino, l'agroécologie. Et là je me dis bah oui, mais en fait c'est ça, et c'est ça qu'il faut que c'est vers là qu'il faut que j'aille, parce que pour moi ça cristallisait vraiment plein de sujets entre écologie, l'économie, etc. De lutte aussi pour la terre. Mais j'ai commencé d'abord au Mexique, un peu sur voilà, les mouvements agroécologiques, et après des voyages personnels au Chili, j'ai changé de terrain. Voilà. Alors avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler la définition de la souveraineté alimentaire, ou du moins comment vous la définissez, et après comment elle se met concrètement en place sur vos terrains, quelles sont ses manifestations à la fois sur ton terrain Eugénie et sur le tien Mélanie? Oui, et on peut commencer déjà par revenir à l'origine en fait de la définition de ce concept de souveraineté alimentaire, qui est en novembre 96, déclaration de Rome de la Via Campesina, qui définit la souveraineté alimentaire. Et comme définition, la souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base en respectant la diversité culturelle et agricole. La souveraineté alimentaire est un préalable à une véritable sécurité alimentaire. Avec 4 axes principaux. Donc, la Via Campesina demande une véritable réforme agraire, mais également donc un droit à retour à la terre, s'assurer que les paysans sans terre aient accès à la terre. Et c'est quand même aussi genré, c'est quand même aussi des femmes sans terre, paysannes sans terre, qui demandent à ce qu'elles ne soient pas mises de côté. C'est également une protection des ressources naturelles, une réorganisation du commerce alimentaire et un appel à un contrôle démocratique des ressources. Juste, la Via Campesina, c'est un mouvement international d'associations paysannes, de travailleurs agricoles, autochtones, partout dans le monde entier. Et quand même, ce concept, je pense, c'est important aussi de souligner, qu'il s'est forgé un peu en opposition à ce qu'on appelait la sécurité alimentaire, qui était beaucoup utilisée plutôt au niveau institutionnel dans cette lutte contre la pauvreté, l'élimination de la faim dans le monde, etc. Et là où la sécurité alimentaire dit peu sur les moyens de production ou de distribution. Donc il faut donner à manger à tout le monde en gros. Et la souveraineté, et là dans la définition qu'a donnée Eugénie, on voit bien qu'il y a cette idée, déjà c'est un droit, et c'est aussi, il y a l'autodétermination qui est très forte aussi, très liée à ce concept-là. Puisqu'on part de la base des peuples paysans, des communautés paysannes ou même des États qui peuvent décider du modèle de développement agricole. Et puis en 2007, il y a eu aussi la déclaration de Nyeyeli qui était au Mali, qui a regroupé des organisations paysannes, aussi la marche des femmes, plein d'autres mouvements sociaux. Et ça a été rattaché aussi fortement déjà à l'agroécologie. Donc on voit que ça va ensemble, et avec ce lien de plus en plus fort. Pour moi, c'est surtout politique, et c'est surtout un outil de lutte pour défendre un autre modèle de développement, une autre manière de produire. Et alors, sur mon terrain, en tout cas, ce qui est intéressant, par exemple, en 2023, il y a eu des incendies très forts, notamment dans la région de l'Araucanie où je travaille, qui est une région de plantation forestière. Et par exemple, l'association avec laquelle je travaille, Anamouri, qui est l'association des femmes rurales et autochtones, a dénoncé derrière des politiques publiques qui ont un rôle aussi à jouer dans ces incendies. Et le contre-pied, ça a été de dire, nous,
nous, on défend à côté la souveraineté alimentaire. Donc on voit que là, ça a été porté comme un autre projet face à des politiques néolibérales. Et puis ça a été de dire, nos régions sont en feu, nos cœurs aussi. On replace aussi les émotions, les sentiments. Et on défend un lieu de résistance qui est la cuisine. Mais je trouve ça très très fort, puisque la souveraineté alimentaire aussi, c'est ça. C'est défendre d'autres modèles alimentaires. Alors là où je travaille, la souveraineté alimentaire, souvent on l'associe au potager mapuche, qui sont des petits espaces accolés aux maisons et qui sont plutôt des espaces, l'espace des femmes en fait. Et c'est des potagers très diversifiés où les semences ont aussi leur importance, puisqu'on va essayer de garder les semences d'une année à l'autre, si possible des semences dites autochtones ou qui ont un rapport familial, c'est les semences de la grand-mère, etc. Donc la lutte pour les semences aussi est très forte dans ce contexte. La souveraineté alimentaire en territoire navajo. Donc moi j'ai directement vécu avec des fermiers qui étaient dans ce mouvement de souveraineté alimentaire, qui était déjà bien implanté en 2016, donc lors de mon premier séjour. Je me rappelle par exemple d'une réunion à laquelle j'ai été invitée. Il y avait différentes ONG avec le gouvernement navajo autour de la souveraineté alimentaire, parce qu'il y a des gros problèmes de santé et d'accès à l'alimentation. À savoir que la nation navajo est grande comme la Belgique à peu près, et que sur cette surface, il n'y a que 13 supermarchés. 40% des navajos vivant sur la réserve n'ont pas accès à l'eau courante. Et il y a aussi des problèmes de pauvreté, donc pas de voiture, pas de déplacement possible. Donc même les supermarchés, en fait, ne sont pas accessibles. Donc là où ils se fournissaient, la plupart du temps, c'est dans les stations-service, les gas stations, avec une alimentation de piètre qualité, si on peut même appeler ça une alimentation, quoi, c'est de la junk food. Donc la nation navajo s'était bien rendu compte de ça et avait fait appel à différentes ONG. Donc moi, dans les premiers temps, j'ai vraiment pensé que le gouvernement navajo était inclus là-dedans, en sachant quand même qu'en 2016, le vice-président avait été à Cuba pour rencontrer paysans et collectifs, justement, trouver une autre façon de travailler sur ces thèmes. Et très vite, j'ai vu émerger en fait des critiques de la part des ONG et des paysans avec lesquels je travaillais, enfin surtout des paysans en fait, au sujet du gouvernement navajo qui était un peu incohérent entre ce qu'il proposait ou ce qu'il affichait et la réalité de la mise en pratique de cette souveraineté alimentaire. Et très rapidement, je me suis rendu compte que la souveraineté alimentaire en territoire navajo, elle allait de pair avec les luttes environnementales, et notamment la lutte pour l'eau, et que c'était un problème central. L'extractivisme minier en territoire navajo, qui était quand même dans les années 60-70, a été une terre d'extraction d'uranium pendant la guerre froide. Ensuite, il y a eu le charbon dès les années 50. Maintenant, on a du méthane, mais aussi du gaz de schiste. Tout cet extractivisme a un effet sur les nappes phréatiques, plus la gestion de l'eau qui est contestée entre les différents États, Arizona, Nouveau-Mexique, la nation navajo, donc il y a des pourparlers constamment, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait de ces droits à l'eau. Il y a des procès qui se font entre les États et la nation navajo. Et notamment, je vais vous donner un exemple concret de cette ambivalence du gouvernement navajo. Il y a par exemple la Navajo Housing Authority, qui est un service du gouvernement pour s'assurer que même les Navajos qui n'ont pas les moyens puissent être logés. Donc on leur fournit des logements dans la réserve navajo, en sachant qu'ils ont devant leur maison petit lopin de jardin, petit lopin de terre. Donc un des fermiers avec lesquels je travaillais avait planté du maïs, son petit jardin en mode autoproduction, je suis fermier donc je travaille dans les champs avec des collectifs, mais je fais aussi ça à la maison. Et en fait, le NHA vient une fois par mois s'assurer que les règles sont bien respectées quant à l'utilisation de la maison, etc. Et voyant qu'il y avait un jardin devant, a sommé mon ami fermier d'enlever tous ses plans sous peine de se voir exclu. Donc on voit toute l'ambivalence quand même entre la parole du gouvernement qui dit lutter pour la souveraineté alimentaire et la mise en pratique des fermiers qui se voient quand même régulièrement entravés. Et d'ailleurs ces critiques, des critiques des collectifs fermiers, elles se font vis-à-vis du gouvernement navajo, mais très peu vis-à-vis des ONG. Pourtant, il y a des grands conflits d'intérêts quand même entre ONG, dans les hiérarchies aussi autour de ces ONG, avec les fermiers qui sont très souvent relégués en bas de l'échelle au niveau des subventions qu'ils ont, en amenant tout le savoir, en aidant à rédiger des demandes de subventions, pour au final voir très peu d'effets concrets
en termes de changement. Et comme tu le disais toi aussi, il y a une création et un réseau de solidarité et d'entraide qui se crée entre fermiers, notamment avec la création de bibliothèques de graines, de partage d'arbres, de plantes, enfin un échange, voilà. Donc aussi la souveraineté alimentaire comme une réorganisation politique des liens au sein de la nation Navajo, avec les universitaires, mais aussi entre fermiers et activistes. Donc on voit bien que là, sur vos deux terrains, cette lutte pour la souveraineté alimentaire autochtone aujourd'hui est liée à une histoire faite de conquête des terres amérindiennes par les différentes sociétés nationales et coloniales, à la fois au Chili et aux États-Unis. Une histoire qui est faite de dépossession de terres et des ressources qui y sont liées. Donc ici, là, on va essayer de revenir un peu, historiquement, voir comment s'est déroulée cette conquête dans chacune des sociétés envisagées. Toi, par exemple, Mélanie, au Chili, il y a eu ce qu'on a appelé la pacification de l'Araucanie au XIXe siècle, qui est le pendant en fait, de la conquête de l'Ouest des États-Unis au Chili. Puis après, le processus de dépossession des terres amérindiennes s'est aussi prolongé au XXe siècle. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ? Oui, et puis c'est important parce que cette lutte pour la terre actuelle que mènent ces femmes, donc je travaille avec ces femmes, c'est aussi une manière de réparer aussi d'une certaine manière cette histoire faite d'une continuité de violence et de dépossession, comme tu disais. Donc, les historiens s'accordent pour parler un peu de trois ruptures dans l'histoire mapuche, qui serait bien évidemment la colonisation au XVIe siècle, avec, pour reprendre les termes de Donald Moore, une dépossession racialisée des terres et conjointement à une colonisation, bien sûr, de la nature aussi. Et donc, ce fameux épisode de la pacification, la guerre de l'Araucanie, voilà, on a appelé la pacification. Voilà, c'est ça. Avec la formation de l'État-nation, donc ça c'était 1818. Et déjà on voit, puisque le credo c'était par la force ou la raison, voilà, c'est ce qui en dit quand même long, avec l'idée donc d'intégrer ces territoires autochtones à la nation. Donc il y a une longue campagne militaire très violente de 15 ans à peu près, et qui a débouché ensuite sur donc ce qu'on a appelé donner des titres collectifs, c'est la réduction des terres autochtones par le biais de titres collectifs, donc les títulos de Merced. On estime que le territoire mapuche s'est réduit à peu près à environ 10% de ce qu'il était originellement. Ça, c'est à la fin de la campagne militaire. Ça, c'est à la fin de la campagne militaire. C'est les années 1880 environ. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ce que ça a été 1861-1883. Et dans les récits oraux, ça revient beaucoup. Les femmes avec qui sur mon terrain, parlent beaucoup de ces récits de grands-parents, arrière-grands-parents. Ça revient souvent comme un trauma, en fait, générationnel. Fabien Lebonnier, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé aussi sur l'histoire mapuche, parle de cette imposition d'institutions et de territorialité exogène. Et puis, il y a eu en même temps de ces titres collectifs, l'État encourageait aussi la colonisation des terres par des Européens ou des Chiliens, avec l'idée de contrôle, en fait, des terres. Et puis de moderniser un territoire qui était vu comme inutilisé, inoccupé par les autochtones, avec tout ce discours aussi ils ne travaillent pas la terre, ils ne sont pas productifs. Et puis effectivement cette troisième rupture qui a lieu avec la dictature et qui stoppe tout processus de réforme agraire qui avait été commencé sous Allende, enfin même un peu avant. Et là il y a un nouveau rapport à la terre et à la possession de la terre aussi, avec l'individualisation des terres, qui est aussi une masculinisation, puisque les titres vont être plutôt donnés aux hommes de la famille. Et puis c'est aussi bien sûr des politiques néolibérales, de privatisation de secteur public. Et encore une fois, ce qui revient souvent, c'est cette fameuse loi, le décret-loi 701 en 74, qui a été d'encourager les plantations forestières. Donc ça pareil, ça revient souvent. Et les plantations forestières, c'est souvent les causes
propose de tout dans les récits. Donc ça a été de subventionner les plantations forestières. Et là encore, on voit que aussi en 80, avec la Constitution, ça entérine ce modèle de développement. Et les plantations forestières sont largement dans des régions mapuche, principalement l'Araucanie, donc où je travaille, le Biobío. Et donc on voit qu'il y a la formation de régions, en fait, de clusters. Donc l'Araucanie, c'est la plantation forestière, mais on a par exemple plus au sud ce qui va être le saumon. Et les plantations forestières, maintenant, on le sait, donc c'était principalement du pin et de l'eucalyptus. Ça a aussi causé beaucoup de dégâts environnementaux, mais aussi sociaux. C'est aussi de la concentration, les concentrations de terre. On estime qu'il y a 3 grands groupes qui se partagent plus de la moitié des plantations forestières. Donc c'est un rapport inégal aussi à la terre. Et puis aussi dans le cadre comme on parle c'est rappelé aussi que les emplois proposés, donc c'était ce modèle de développement qui était proposé, finalement concerne principalement les hommes. En 2020, il y a un rapport de la Banque mondiale d'ailleurs, qui estimait que 5% des emplois dans l'industrie forestière étaient occupés par des femmes. Donc là aussi, on a ce processus de modernité qui exclut les femmes. Donc c'est pour ça aussi que ces femmes revendiquent finalement l'espace du potager et de la cuisine, puisque beaucoup... alors il y a eu des migrations de femmes pour aller en ville, pour travailler plutôt dans le soin, en tant que dans des espaces domestiques, mais quand elles reviennent, quand elles sont en ruralité, celles qui s'occupent de la famille, mais aussi donc du potager et donc de la souveraineté alimentaire, enfin de la survivance, de la survie des familles. Et donc c'est pour ça que c'est pas anodin de revendiquer ce rôle-là. Et je me demandais, parce que tout à l'heure Eugénie a un peu parlé de concrètement comment ça se passait, l'accès aux ressources dans les réserves Navajo. Est-ce que tu remarques des similitudes, des différences? Je reprends l'exemple des 13 supermarchés sur tout le territoire, des grosses tensions hydriques. Est-ce que tu retrouves ça sur ton terrain? Pas du tout. Et inversement, tu pourras peut-être y répondre après, Eugénie, est-ce que la place des femmes est un peu similaire à celle qu'on trouve chez les Mapuche ou pas du tout? Alors là où je travaille, donc on est à 20 km à peu près de Temuco, qui est la capitale de l'Araucanie. Donc on est vraiment entre urbain et rural, mais les familles Mapuche sont plutôt en zone rurale et autour d'une commune urbaine. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un système de solidarité quand même qui se déploie en ruralité, avec des échanges de produits agricoles, légumes, des œufs, beaucoup de viande, parce qu'il y a quand même toujours dans le foyer mapuche souvent l'élevage de petits animaux ou plus gros animaux. Donc il y a quand même une solidarité un peu alimentaire. Mais effectivement, après en centre-ville, il y a un petit marché où on va vendre des produits agricoles, et après il y a 2 gros supermarchés. Et après voilà, il y a Temuco. Mais effectivement, aller en ville, ça nécessite un déplacement qui est souvent véhiculé. Donc on essaye de limiter ça parce que ça a un coût aussi, d'où l'importance d'avoir un potager, de pouvoir produire sa nourriture. Mais ça revient souvent, les avec qui je travaille parlent beaucoup de ça, du fait que l'offre alimentaire, c'est des produits dits occidentalisés, c'est beaucoup de junk food, etc. Donc c'est aussi ça en fait, revendiquer la souveraineté alimentaire, c'est revendiquer aussi une alimentation plus saine. Donc oui, on retrouve peut-être pas autant au niveau de désert alimentaire, mais on retrouve un peu ça aussi. Et toi, Eugénie, juste, est-ce que tu peux revenir sur cette conquête historique des terres Navajo aux États-Unis, et avec la distinction, je pense, par rapport au cas des Mapuche, c'est que là, il y a vraiment la création des réserves qui ont des statuts juridiques très, très spécifiques. Oui. Les premiers contacts avec les colons, ça a été avec les Espagnols d'abord, notamment avec l'introduction du mouton churros, qui a son importance puisqu'il est devenu pilier, je dirais la définition moderne du Navajo, qui a un troupeau de moutons. Et ça a été central dans l'économie de subsistance. Pardon, qu'est-ce que c'est la particularité du mouton de churros? C'est un mouton qui est beaucoup plus adapté au climat aride du sud-ouest des États-Unis. Enfin, à la base, c'est un mouton qui vient d'Espagne, et ensuite, en le mélangeant avec d'autres moutons, en le sélectionnant, les Navajos ont créé ces moutons churros, qui du coup sont hyper bons, pleins de laine, et vraiment résilients pour ce climat du désert
l'hémisphère qui est quand même ultra-continental, donc il fait très 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 froid en hiver et très très chaud en été. Donc un amour immense pour ces moutons. Non, mais c'est vrai, c'est le centre de tout en fait. Il faut savoir que il y a eu ça avec les Espagnols, l'introduction du mouton, et ces troupeaux de moutons, ils étaient gardés ensemble en communauté. De 1864 à 1868, il y a eu l'internement des Navajos dans un camp de concentration par l'armée américaine à Fort Sumner, qui est à 350 km, on va dire, de la capitale actuelle de la nation Navajo, Window Rock. Donc ils sont restés pendant 4 ans, avec un début de dépendance alimentaire aux produits donnés par l'armée américaine. Donc farine, sandou, grande famine, plus tout ce transport si on peut parler de transport, en fait, entre la nation Navajo et Fort Sumner, qui s'est fait à pied, 350 km à pied. Et on peut vraiment parler d'un camp de concentration. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est que si les Navajos ont accepté, entre guillemets, bien évidemment, cette dépendance aux États-Unis, il y a aussi eu toute une campagne, la politique de la terre brûlée, en fait. Notamment par Kit Carson, par exemple la Canyon de Chay, qui était le verger de la nation Navajo. Enfin, on parlait pas de nation Navajo avant, il n'avait pas été défini par son rapport avec les États-Unis. Mais disons que pour les Navajos, c'était vraiment un lieu idyllique. Il y avait tous les vergers, les champs, et en fait, Kit Carson a tout brûlé. Et donc, c'est aussi ça qui rend les Navajos dépendants au gouvernement américain. Littéralement, leur terre n'est plus exploitable, en fait. Toutes les récoltes sont brûlées. Du coup, 4 ans d'internement, et ensuite, il y a un traité qui est signé en 1868 et qui permet le retour sur un bout de terre, pas du tout ce qui était à la base le terrain revendiqué par les Navajos, en sachant que c'est pas des frontières fixes, c'est quand même des zones qui sont occupées par plusieurs nations ou tribus autochtones, avec des frontières mouvantes, en sachant que les Navajos, à contrario par exemple des Hopi Pueblo, ne sont pas sédentaires, ils étaient semi-nomades. Ce qui est intéressant, c'est que les Navajos, contrairement à l'immense majorité des autres populations autochtones qui ont signé des traités avec le gouvernement des États-Unis, c'est qu'ils n'ont fait qu'agrandir leurs réserves. 1868, ils sont revenus sur un tout petit bout de ce qui était leur territoire sacré, jusqu'à arriver à l'agrandir au fur et à mesure. Et c'est une exception quand même aux États-Unis. Quand on pense à la souveraineté alimentaire, justement, dans ce contexte, dans cette histoire coloniale, on voit bien comment la souveraineté alimentaire, c'est réparer les sols, réparer les liens, réparer les corps. Il y a aussi beaucoup de fermiers qui, à la base, n'ont pas grandi, par exemple, sur la nation Navajo, qui sont des familles qui ont été, c'est pas délocalisé le mot exact, mais qui ont été expulsés de leur territoire dans les années 60-70, qui ont grandi en ville, et en fait sont retournés adultes dans la réserve pour devenir fermiers, et trouver aussi une façon de se réparer, et de permettre aussi à leurs enfants de connaître ce qu'eux n'avaient pas connu. Excuse-moi, je reprends du coup la question que je t'avais posée beaucoup trop à l'avance tout à l'heure. Ah, la place des femmes. Oui, est-ce que tu retrouves ça ou pas du tout ? Totalement, dans la nouvelle génération. C'est vraiment intéressant parce que même en interne, donc tout ce qui est lutte environnementale, dans lesquelles s'inclut la souveraineté alimentaire, on a quand même une histoire de l'American Indian Movement qui est créé en 1968 dans le Minnesota et qui est un mouvement très masculin quand même, très patriarcal. Et toute cette nouvelle génération de femmes avec lesquelles je travaille, qui ont quand même moins de 40 ans, elles revendiquent cet héritage. L'American Indian Movement le remercie tous ses aînés d'avoir lutté, mais tout en reconnaissant aussi quand même cet énorme machisme qu'il y a à l'intérieur des mouvements, qu'on appelle le mactivisme, où il y a des hommes qui en profitent quand même un peu aussi pour draguer, faire un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, les femmes se réclament féministes, indigenous feminism. Et ça, c'est aussi une grande différence par rapport aux années 1968, où les femmes de l'American Indian Movement rejetaient complètement cette notion de féminisme. Et là, on voit que c'est revendiqué, mais en disant non, nous on est indigenous feminist. Donc il y a l'importance de toute la théorie décoloniale dans aussi cette définition de ce que c'est l'indigenous feminism, mais aussi le rapport à la terre. L'idée parfois aussi de maternité, on est proche de la terre parce que nous aussi on porte des semences. Voilà l'idée de la femme comme étant aussi celle qui garantit la reproduction, l'idée de la maternité.
En parallèle du coup de cet activisme, beaucoup d'entre elles font quand même de la musique, elles sont dans des groupes de punk, et par exemple pendant les concerts, c'est un peu aussi comme les Riot Girls dans les années 90, moi je me rappelle de concerts en 2016, 2017, 2018 où justement c'est des groupes de femmes et elles disent non mais c'est les nanas devant, vous venez, girls to the front, et du coup c'est vraiment intéressant de voir les corrélations qu'il y a entre différents féminismes et différents mouvements. Et... Je me permets juste, pardon, c'est une question qui s'éloigne un peu des Amériques, mais je pensais à Feu Pépé Raoul et je me demandais si c'était, quand t'étais enfant, t'avais pu percevoir que ce lien entre potager et militantisme était partagé par des collègues de ton grand-père. Est-ce que c'était masculin? Est-ce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient là-dedans Non, alors je l'ai pas assez connue pour ça, et il y a quelque chose, c'est que la compagne de mon grand-père Raoul est décédée assez tôt, ce qui fait que c'était lui qui s'occupait du potager, mais je pense aussi, il aimait beaucoup ça, hein, mais je pense aussi par nécessité. Peut-être que ça aurait été ma grand-mère sinon. Mais je sais pas si lui faisait tellement le lien. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que je lis en ce moment L'herbier de prison de Rosa Luxembourg, et on voyait déjà qu'elle avait une vraie politique de la nature, et elle faisait complètement le lien entre lutte des classes, lutte contre le capitalisme, et des réflexions déjà écologistes. Et en fait, c'est un peu ça aussi, tout ce terrain m'amène à penser aussi que si je reprends les luttes mapuche, qui sont quand même internationalement assez connues, elles ont plutôt une image de lutte masculine. Par exemple, le sabotage de camions, de matériel lié aux entreprises forestières, l'occupation lieu, enfin, c'est souvent des images assez masculines véhiculées. Là où justement, on a tendance à dénigrer un peu ce travail et à invisibiliser ces femmes qui participent aussi à la lutte finalement, en maintenant les familles, en mettant la vie au cœur de leur lutte. Et d'ailleurs, quand on dit l'écologie sans lutte des classes et du jardinage, pareil, c'est pas anodin, mais pourquoi le jardinage ce serait pas aussi de la lutte en fait, parce que ça nécessite un effort physique, et c'est souvent dénigré. Après oui, des fois je fais pas mal de liens avec ce que je vois en Bretagne, qui a été quand même aussi une région qui a été fortement industrialisée en termes agricoles, et qui a toujours un peu cette agriculture à deux vitesses, quoi, avec une petite agriculture qui se maintient et puis une grande agriculture très industrialisée. Si je peux rebondir, ça me fait penser, en fait, quelque chose que j'ai pas précisé, mais quand même, la nation Navajo, il faut savoir qu'elle a aussi, depuis les années 60, sa propre compagnie agricole, qui travaille en partenariat avec Monsanto. Et donc, les fermiers pratiquant la souveraineté alimentaire, ils s'opposent aussi au gouvernement Navajo et à cette forme d'agriculture-là, en disant mais ce qu'on fait, ça détruit la terre. Et aussi une autre économie. Et je pense notamment à un des fermiers avec lesquels j'ai vécu, qui me disait, mais pour moi, en fait, planter, c'est de l'action directe, tu vois. Donc ce vocabulaire politisé, il est déjà là. Cette conscience anticapitaliste et qui prend ses racines dans le mouvement anarchiste, c'est quand même revendiqué. Et il y a tout un débat autour de l'utilisation ou non de la violence. Et juste pour rebondir un peu sur aussi, quand même, les économies rurales, là où je travaille, elles sont aussi, il y a une intervention étatique en fait via des politiques de développement autochtones. Et là on voit aussi qu'il y a des moments de tension, donc ils sont liés à un programme qui vont leur fournir souvent des experts techniques, des graines en tout cas, ou du matériel, des semences, un accès à des fertilisants. Et on voit qu'il y a toujours un peu une tension avec une volonté en fait de rendre productifs ces espaces-là. Alors par exemple, ça peut passer par comme j'ai pu déjà le voir, leur dire bah non, plantez plutôt là des brocolis, ça va bien se vendre, faudrait planter, faire des... Donc qui vont être plutôt, parce qu'en fait finalement ces zones rurales autour de Temuco nourrissent la ville aussi. Hein. Et donc voilà, il y a toujours des tensions et sur place ça se manifeste, par exemple les femmes qui ont un foyer et qui ont des espaces productifs pour produire et pour vendre, elles ont quand même aussi un espace qui est plutôt de l'ordre de la subsistance et vraiment un espace plutôt potager dédié
et à la famille. Et là, on va moins suivre les conseils que les experts peuvent donner. Par exemple, j'ai cet exemple où il y a une femme qui adore les tomates, les semences de tomates, donc elle collectionne, elle a plus d'une 30aine de semences différentes. Et à un moment, elle s'était dit, tiens, pourquoi pas aussi produire ces tomates pour les vendre. Et donc, elle avait commencé à le mettre sur son espace qui est plutôt dédié à la vente. Et quand un expert technique était venu, il connaissait pas du tout toutes ces tomates. Et donc, elle me dit, oui, il m'a donné des conseils, mais bon, c'est pour ces grosses tomates rouges sans goût. Moi, je suis pas sûre que ça va être pour celle-là, etc. Donc, il y a une intervention aussi de l'État au cœur de l'intime, au cœur de ces potagers, qui bouleverse aussi plus ou moins les manières de produire, mais avec quand même des tensions, des résistances à certains endroits. Alors on voit bien dans vos études de cas et dans vos enquêtes ethnographiques qu'il y a vraiment un lien entre cette défense de l'alimentation, de la production alimentaire autochtone, avec à la fois le fait de fortifier les relations sociales et même de venir en soutien à une identité particulière. Donc vous, comment est-ce que vous avez pu observer sur vos terrains que l'identité autochtone était définie, et comment en fait vous avez aussi été reçue en tant que femme européenne? Est-ce que c'était plutôt un avantage d'être une femme ou d'être d'un pays différent par rapport à la société coloniale qu'ils connaissent davantage? Toi par exemple Eugénie, dans la réserve Navajo. Je vais déjà en revenir à ta première question, celle de l'identité, qui amènera ensuite à ma réponse. Et ça va aussi dans le prolongement des rapports avec le gouvernement américain. En sachant qu'en 1887, on a un amendement qui passe, qui s'appelle Dawes Act, ou Allotment Act, qui met fin à la propriété communale des territoires autochtones, on va dire, pour en venir à des terres détenues de façon familiale, donc le début de la propriété privée en territoire autochtone, en sachant que pour le gouvernement, c'était aussi similaire à ce que tu as dit, une façon de dire, c'était pas une façon, c'était clairement aussi affirmé, vous ne travaillez pas correctement la terre, en fait, il faut la travailler, vous ne savez pas la travailler, donc on va les convertir en bon américain, et un bon américain, c'est un fermier, et l'accès à la propriété privée. Qui détenait la propriété privée? Le chef de famille. Donc, on passe quand même d'une organisation matrilinéaire, matrilocale, chez les Navajos, à une organisation très patriarcale, et qui est toujours quand même très patriarcale. Et en sachant que tous les territoires qui étaient détenus en plus, qui ne rentraient pas dans ce cadre de propriété privée masculine, étaient détenus et sont encore détenus en fiducie par le gouvernement américain, et ou en partie ont été vendus à des propriétaires terriens blancs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le traité a été signé en 1868, comme l'immense majorité des traités, enfin tous les traités des États-Unis avec des gouvernements amérindiens, des tribus et nations amérindiennes, il n'y a aucune mention qui est faite des tribus ou nations autochtones comme relevant de la race ou quelque chose de biologique. Des traités sont des alliances politiques où le gouvernement fédéral laisse à chaque nation ou tribu le choix de définir comment il choisit ses membres. Et donc, on voit vraiment que c'est une organisation politique spécifique d'être Navajo, d'être Lakota, avec un choix de ses membres. Avec, justement, ce changement du Dawes Act en 1887, puis d'autres lois et amendements, le gouvernement fédéral impose de définir l'appartenance à une nation de façon biologique, par le sang. Notamment en disant il faut un quart de sang Navajo, il faut un quart de sang amérindien, pour vraiment prouver que vous avez droit à cette terre. Donc on voit qu'on passe d'une définition politique à une définition biologique, et pas du tout basée sur les façons dont, par exemple, les membres de la nation Navajo faisaient groupe. Ça passait par les clans.
C'était un système clanique. On adoptait les clans et on se mariait avec des clans. Certains, c'était des clans alliés et on ne peut pas se marier avec eux. C'est toujours le cas d'ailleurs. Il y a 4 clans, mais en fait, si on fait partie d'un de ces 4 clans, il est hors de question de se marier avec quelqu'un d'un de ces 4 clans. C'est de l'inceste. Jusqu'en 1934, on a cette nouvelle définition biologique de l'autochtonie par les États-Unis, jusqu'à l'Indian Reorganization Act, qui là relaisse à nouveau les nations et tribus autochtones définir comment ils choisissent leurs membres. Sauf que dans la plupart des cas, ils ont conservé cette appartenance biologique. Donc pour la nation Navajo, il faut qu'un des parents soit Navajo et justifié d'avoir au moins un quart de sang Navajo. Et c'est très intéressant cette racialisation aux États-Unis parce que on voit que, à contrario des populations afro-américaines où une seule goutte de sang transformait littéralement en afro-américain une personne, c'est le contraire pour les nations autochtones, où il faut prouver qu'on a du sang. Donc quelque part, si on ne se marie pas entre soi, on disparaît. Donc on voit cette peur totale de la disparition. En gros, quand on passe d'une définition politique à une définition raciale, c'est se marier entre soi ou périr. Qu'est-ce qui se passe quand les États-Unis amènent une définition raciale de l'autochtonie ? Ça veut dire que les populations autochtones, les nations autochtones, sont intégrées dans les États-Unis. Elles rejoignent le melting pot des autres races. Et du coup, ces prétentions politiques, en disant nous sommes des nations souveraines, eh ben, elles sont aussi amenées à disparaître. Et ces répercussions, on les voit encore aujourd'hui. Toutes ces difficultés à dire on n'est pas une race, on est une ethnie, mais nous sommes des nations souveraines. Ces difficultés, elles traversent aussi la nation Navajo et notamment les activistes environnementaux. En sachant que c'est pas un front uni, qu'il y a des traditionalistes pour qui il faut absolument démontrer que ça passe par le sang, et d'autres qui se rendent bien compte que c'est un énorme problème et que beaucoup des membres de la nation Navajo sont d'origine vraiment diverse et qui sont tout autant Navajo que les autres, mais se sentent exclus. Et ça amène des détresses personnelles. Et comment tu as vécu, toi, du coup, ton intégration à cette communauté ? Moi, j'ai vécu directement, en fait, avec une famille de fermiers. Et un de ces fermiers m'a dit, bah écoute, si tu veux vraiment savoir ce que c'est la vie sur une réserve amérindienne, tu viens vivre avec nous, mais on n'a pas ni eau courante, ni électricité. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte très vite, ils m'ont raconté, que lui, il était Navajo par sa mère, afro-américain par son père, mais il le cachait à ses enfants pour pas qu'ils en souffrent, parce qu'il lui m'a dit qu'il en avait beaucoup souffert. Et du coup, j'ai pu voir dès le début, en fait, comment ça se manifestait, cette difficulté. Mais moi, j'ai été très très bien reçue. Et j'avais vraiment et j'ai maintenu ces 2 casquettes sur le territoire, à la fois d'activisme et d'anthropologue, en sachant que ça m'a été beaucoup plus facile comme activiste, au sein des luttes environnementales, donc dans les manifestations autour de l'eau, mais aussi pendant le Covid, avec tous les groupes d'entraide, à livrer de la nourriture, des médicaments, différentes familles autour de la réserve. Mais l'idée de collaborer de façon plus universitaire, ça a été plus difficile et vu parfois en me disant attention, est-ce que ce que tu fais, c'est pas de l'extractivisme épistémologique ? Est-ce que tu essaies pas un peu de nous voler notre savoir ? Et c'est là où on voit quand même aussi tout le poids de la colonisation et de l'extractivisme, particulièrement de l'extractivisme minier, mais pas que. On nous rappelle constamment attention, il faut pas que tu nous voles, attention, il faut pas que tu nous voles. Voilà, c'est très très présent. Et de ton côté, Mélanie, est-ce que ça fait écho à ton expérience Pas du tout d'ailleurs. Si, un peu. Moi, comme j'étais déjà allée au Chili avant réellement de commencer ma thèse, j'y étais allée un peu aussi avec la carte slow food, entre guillemets, où j'aime bien me connecter quand je pars à l'étranger avec d'autres sympathisants, etc. Donc j'y étais allée avec l'idée de rencontrer des membres slow food au Chili, voir ce qui se passait, plutôt du coup en zone rurale, etc. Et donc j'avais déjà eu quelques connexions. Et quand j'y suis retournée dans le cadre de ma thèse, c'est vrai que je me présente aussi pas seulement comme universitaire, mais aussi comme militante, oui, on peut dire. Et il y a déjà eu une première approche de négociation avec une femme qui était un peu le lien avec mon terrain. Et on s'est rencontrés d'abord, donc ça a été de discuter. Je pense qu'elle avait besoin aussi de savoir qui j'étais, de créer un premier lien de confiance, de savoir. Et elle avait beaucoup de questions
questions. Mais qu'est-ce que tu vas poser comme question aux femmes du groupe? Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu vas faire de ta thèse? Comment tu souhaites travailler avec nous? Et puis l'idée, c'était de dire aussi qu'est-ce que tu vas nous apporter. Parce que si bien, moi, c'était sûr qu'elles allaient m'apporter quelque chose pour ma thèse en termes de production de savoir, mais qu'est-ce que moi aussi je leur apporte dans ce cadre-là. Et elle avait une demande très précise. C'était quand tu seras en France, nous on aimerait que tu relais nos voix à certains endroits. Donc elle avait déjà des contacts en France avec un programme de radio par exemple. Donc l'idée c'était raconte ce qu'on fait aussi. Et donc après il y a eu un premier séjour sur quelques jours, et l'idée c'était de connaître un peu le collectif d'abord, et puis ensuite de valider ma présence de manière plus longue. Alors je pense que le fait de moi à titre personnel m'intéresser beaucoup à l'agroécologie, cultiver un peu parce que j'avais un jardin partagé avec des amis, donc de connaître déjà ces histoires de graines, de plantes, de comment on cultive, ça a facilité aussi mon entrée, parce que quand j'allais dans un potager et que je participais avec elles à leurs activités, si elles me disaient tiens va chercher une carotte, va planter ça, bon elles voyaient que ça va, je gérais à peu près, et puis du coup on partageait beaucoup sur les plantes médicinales, leurs usages, donc ça a facilité aussi une entente de confiance amicale, voilà. Et après oui, le fait d'être une femme, bien évidemment ça a quand même aussi facilité des choses, parce que je travaille avec un groupe de femmes. Voilà, après ma présence sur le terrain, oui c'est vraiment une histoire de me faire connaître petit à petit, en tout cas que les personnes de là où je travaille sachent qui je suis, pourquoi je suis là, et puis ça s'est fait progressivement, mais je sentais bien qu'il y avait quand même aussi, même s'il y avait une grande volonté de partage, il y avait un peu de méfiance aussi. Mais les hommes sont totalement absents de ton terrain? Non, pas complètement. Déjà je vis souvent avec des familles, donc il y a des hommes que je peux aussi interroger, ou en tout cas l'idée c'est de comprendre un peu comment la militance des femmes peut aussi influer sur leur pratique, sur leurs relations, donc forcément je les prends un peu en compte. Et voilà, c'est bien évidemment quand on est une femme européenne dans un terrain extra-européen, ça nécessite aussi, ça induit aussi forcément parfois des relations un peu compliquées liées à du sexisme, ça a été aussi et puis je suis très visible parce que je pense que je suis un peu la seule européenne là où je suis. Mais non, ils sont pas complètement absents. Oui, je voudrais rebondir sur une des choses que tu as dit et sur lesquelles je trouve des similarités. Je pense qu'une des choses qui a fait que j'ai été aussi acceptée et bien intégrée et qu'on partageait des choses, c'est que moi j'ai un très très fort attachement à la région d'où vient ma mère, qui s'appelle le Bierzo. Et du coup, en fait, je sais vraiment où... Ouais, donc je sais vraiment où j'habite en fait. Et c'est une terre pour laquelle j'ai un attachement vraiment très très profond. Et du coup, quand elle et eux me parlaient de l'amour qu'ils avaient pour le territoire, de ces liens très très forts, je leur parlais de chez moi aussi. Et du coup, je leur montrais des photos, voilà, ça c'est chez moi, mais contrairement à chez vous, ici il y a plein d'eau, et du coup, voilà, on se disait, c'est dommage que là-bas il y a trop d'eau, ici il y en a pas assez. Mais voilà, je pense que ça a vraiment aussi aidé, que j'ai déjà des racines très fortes sur un territoire, et que je partage en fait cet amour qu'on peut avoir pour un lieu, mais qui est plus qu'un lieu en fait. Tout cet amour qu'on a d'un territoire. Et t'avais quelques rudiments d'agroécologie ou d'agriculture? Oui. J'avais aussi cette connaissance-là, sachant que ma mère, elle était fermière, elle a grandi dans une ferme en autogestion, dans l'Espagne franquiste. Donc elle avait ce savoir-là, elle a toujours fait des potagers, donc elle nous a transmis ça aussi, en sachant que moi, en plus, j'ai quand même une formation de cuisinière. Donc en plus, l'intégration, mais cuisiner pour l'intégration, il n'y a pas mieux. Ah, donc oui, à chaque fois, moi je disais, écoutez, moi je fais à manger, je faisais, voilà. Et du coup, comment mieux s'intégrer qu'en faisant à manger et en mangeant ensemble? Ça fait une différence fondamentale. Et après, ils m'ont appris plein de techniques pour réparer les sols, voilà. Et moi, je partageais sur d'autres choses que je savais, voilà. Enfin, faut aussi parler de à quel point, quand on fait de l'anthropologie, c'est quand même aussi des magnifiques moments de beauté, de partage et de situations qu'on n'était pas
amené forcément à vivre. Et du coup, c'est quand même un métier magnifique. Mais la cuisine, ça revient souvent aussi. D'ailleurs, quand je retourne sur mon terrain, parce que j'ai des terrains un peu découpés, quand j'y retourne, c'est tout le temps « Ah, mais Annie, tu nous refais tes lasagnes. Ah, tu nous réapprends la quiche ou je ne sais quoi. » Enfin, bon. Et on cuisine souvent. Ouais, pareil. Mais parce que aussi, la cuisine est l'espace des femmes et c'est là où on se réunit souvent. Et là, d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi parce que, par exemple, si je travaille avec un groupe de femmes, elles ne se définissent pas toutes forcément comme féministes. Par exemple, bon, elles revendiquent l'espace de cuisine, la cuisine pour elles c'est très important aussi, et puis d'essayer de retrouver, de revaloriser une cuisine mapuche par exemple. Et c'est un espace où on se retrouve, où on discute entre femmes. Et oui, du coup, il y a un peu, pour certaines, il y avait l'idée de dire ah, mais les féministes nous disent qu'il faut qu'on sorte de la cuisine, qu'il faut qu'on arrête de faire des sopaipillas, qui est un petit pain frit assez traditionnel. Mais en fait, nous, non, on adore faire ça. Voilà. Et la cuisine, c'est vraiment un espace d'échange où on peut parler, et le potager aussi, parce que c'est vraiment leur espace de décision, et qu'elles politisent aussi. Une autre pratique qu'elles mettent en place, et ça c'est important quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est le trafkintu, qui est un échange, un troc, et c'est un troc de graines. Et donc le collectif avec qui je travaille organise beaucoup de trafkintu, et c'est très intéressant comment elles le politisent également. Donc c'est un moment où on va échanger des graines, des plantes, des aliments faits maison. C'est chacune en plus un moment où on va vraiment valoriser les savoirs de l'autre. C'est un échange de savoirs, un échange aussi émotionnel, affectif. Tiens, ça c'est la graine de ma grand-mère. Ah bah moi c'est une confiture d'églantine, c'est la recette de ma mère, etc., etc. Et en fait après, le trafkintu, c'est un peu une excuse aussi pour parler politique. Et du coup, j'en reviens un peu au côté d'être une femme dans un terrain extra-européen, mais je me souviens à un moment justement à table où on était entre femmes, mais il y avait la présence d'un homme avec nous, et qui dit aux femmes à ce moment-là, oui, mais votre troc là, ça sert à rien, puis vous faites pas d'argent, puis un peu c'est un truc de bonne femme quoi. Et puis là tout de suite elles ont rétorqué, mais non, mais pas du tout, nous on parle aussi politique, puis c'est très important, on s'auto-forme, et là ça a été de me prendre un peu à partie et de me dire tiens et toi comme européenne qu'est-ce que t'en penses, et est-ce qu'il y aura un homme comme ça qui dirait ça chez toi, voilà, il y a des moments où je suis entre guillemets utilisée et c'est très bien, et là je déplace un peu ma casquette, et donc c'est une fois est-ce que je prends part à cette discussion, comme une fois elles m'ont emmenée aussi à la mairie parce qu'elles voulaient demander quelque chose au maire, de mettre en place d'avoir un endroit pour justement organiser une action, et donc elles m'ont dit bon, on va dire que t'es avec nous, que t'es européenne et que tu étais journaliste et puis que tu nous aides, comme ça va influer, etc. Donc voilà, pour rebondir un peu sur le fait que des fois dans le terrain on est amené aussi à jouer en fait de ce rôle de chercheuse européenne quoi, et c'est très bien. Cura rupal cura ranyin tutapul meu rumel guiño alafken. Cura rupal cura ranyin tutapul meu rumel guiño alafken. Donc ça y est, cet épisode touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous auriez des recommandations culturelles à nous proposer, à nos auditrices et auditeurs qui auraient envie de prolonger un petit peu le plaisir avec un film, un livre, de la musique, des expos Bah moi j'ai parlé de punk Navarro, donc on va continuer là-dessus, voilà. Et je voudrais dire aussi que quand même venant d'une culture punk, en fait mon intégration, elle s'est grave bien passée parce que j'ai aussi travaillé avec une jeunesse punk, donc voilà, le punk vous amènera partout. Il y a plusieurs groupes que je pourrais recommander. Déjà, il faudra aller sur Bandcamp. Je suis désolée, mais c'est pas sur les grandes plateformes d'écoute. Voilà. Il y a Weed Rat. Je pense que vous pouvez mettre les recommandations par écrit. Ça sera écrit Okay. en description de l'épisode. Voilà, donc il y a Weed Rat, qui est plus de la pop punk, on va dire. Lilith, qui est plus doom. Et Turquoise Noise. Voilà, notamment leur album Pray for Water, sorti en 2018, et la chanson 1984. Voilà, ça fait déjà de belles écoutes. Merci beaucoup pour ce beau programme. Et du côté des Mapuche
Oui, alors un livre déjà qui est chez Actes Sud qui s'appelle Forêt géométrique, lutte en territoire mapuche. Il est magnifique, un livre avec des photos aussi. Il parle justement de tout le modèle extractiviste mis en place dans les régions mapuche autour de, avec les plantations forestières. Et puis de la lutte, il y a on voit des herbiers, on parle beaucoup de connaissances des plantes, un peu de rap aussi. Enfin, ce livre est magnifique. On peut citer des livres en espagnol ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Alors il y a très peu de livres sur les femmes mapuche. Ça a été justement dans ma recherche de me dire, mais cette invisibilisation des femmes, elle est aussi justement dans le peu d'écrits par elles et sur elles. Et il y a un très très beau livre qui s'appelle Somo Newen, qui veut dire la force des femmes, qui regroupe 8 récits de femmes mapuche, et c'est un peu leur trajectoire de vie, donc c'est très chouette. Et notamment il y a l'histoire de la vie de Anita Epulev, qui est une cuisinière mapuche, grande défenseuse des semences. Voilà, c'est très chouette. Niveau musique, il y a Daniela Mijayeo, qui est une chanteuse qui chante beaucoup en mapudungun, notamment une chanson magnifique qui s'appelle Kura Rupal Kura, pierre après pierre, je fais une traduction mauvaise. Très très beau. On a aussi une jeune rappeuse mapuche, Mac Miyarey. Elle y a notamment son titre Newen. Et d'ailleurs, dans son rap, beaucoup aussi d'enjeux écologiques, on voit, qui apparaissent. Et puis quand même, moi j'ai beaucoup aimé le titre de Anatiju Paquet, qui était justement sur la révolte de 2019. Et dernier rap, allez, parce qu'on est allez. Donc c'est deux... Alors là, ce sont deux Chiliennes, Jem featuring, je ne saurais pas bien le dire, mais 22 Rus, et c'est le titre Espesas, qui est super. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Et puis là, on part avec une multitude de titres à découvrir, donc on en a encore pour beaucoup de temps à passer en compagnie des Navajo et des Mapuche. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à vous deux, à bientôt.